Le championnat du monde de Formule 1 a été créé en 1950, soit il y a 75 ans. Et vous vous doutez bien que sur cette période de temps, le sport a énormément évolué. Que ce soit les voitures, la sécurité, les circuits ou encore les pilotes, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période et beaucoup d'histoires restent encore méconnues aux yeux du grand public. Pour la plupart d'entre nous, on connaît assez bien l'ère moderne de la Formule 1. Les 5, 10, 15, 20, voire 30 dernières années pour les plus anciens d'entre nous, mais en creusant un petit peu, il y a encore des histoires qui n'ont jamais été racontées et qui paraissent totalement impossibles. Dans ce nouveau format, je vais vous présenter 3 histoires totalement insolites sur l'histoire de la Formule 1. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et en mettant un j'aime et en partageant cette vidéo. Croyez-moi, on a cherché et on a encore énormément d'anecdotes à vous raconter. Donc si jamais vous voulez un épisode 2, faites-le nous savoir et ce sera avec grand plaisir. Bref, sans plus tarder, passons tout de suite à la première des 3 histoires insolites que vous ne connaissez pas dans l'histoire de la Formule 1. Alors oui, au vu du titre, ça peut vous paraître impossible et pourtant, c'est vrai, les Formule 2 ont déjà été plus rapides que les Formule 1. Et pourtant, l'histoire est pas si vieille vu qu'elle remonte à 2014. Il y a 11 ans, la Formule 1 était marquée par un gros changement sur la réglementation technique. L'arrivée des V6 hybrides et cette arrivée a coûté extrêmement cher aux équipes de Formule 1. Ce changement a demandé beaucoup de travail, que ce soit pour créer ces nouvelles unités de puissance ou alors adapter le châssis ou encore l'aéro des monoplaces. Et à cette époque, en 2014, le budget cap n'existait pas encore en Formule 1. Alors pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2021, on a ce qu'on appelle le budget cap, qui est un plafond de dépenses par saison pour chaque équipe. À l'époque, il était de 145 millions. Je crois qu'aujourd'hui, il tourne autour des 130 millions. Et ce budget cap, il a pour but de ne pas avoir des ressources infinies pour les plus grosses équipes. Essayer de se mettre au niveau des équipes avec le moins d'argent. Il faut se rendre compte qu'en 2014, les plus grosses équipes comme Mercedes, Ferrari, Red Bull ou encore McLaren disposaient de budgets faramineux. On parle de 400 à 450 millions de dollars par saison. C'est plus de 3 fois le budget cap aujourd'hui. Et de l'autre côté, certaines équipes avaient à peine de quoi survivre jusqu'à la fin de la saison. Et c'est le cas notamment de 2 équipes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Caterham et Marussia. Alors, ces équipes à l'époque, il faut savoir qu'elles étaient déjà en difficulté. Et autant vous dire, avec le changement de réglementation, leur budget ne servait pas à développer la voiture, mais tout simplement survivre en Formule 1. Si on compare à 2025, aujourd'hui, en regardant les séances de qualification, l'écart entre le poleman et le dernier pilote sur la grille est d'environ 1 seconde, 1 seconde 2. À l'époque, il faut bien se dire qu'en 2014, 1 seconde, c'est l'écart que vous aviez entre le poleman et le troisième. Il était très courant de voir les Mercedes en particulier mettre 3, voire 4, même 5 secondes sur certaines séances de qualification aux pires voitures de la grille. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé au Grand Prix d'Espagne 2014 à Barcelone. Ce jour-là, la pole position revient une nouvelle fois à Mercedes et à Lewis Hamilton. Le Britannique prend la pole position avec un chrono de 1 minute 25 secondes et 232 millièmes, soit 1 seconde plus vite que la Red Bull de Daniel Ricciardo en 3e position. De l'autre côté de la grille, Kamui Kobayashi, pilote japonais pour Caterham, effectue le moins bon chrono du samedi et se place en dernière position avec un 1:30 375, soit 5 secondes moins vite que Lewis Hamilton et sa Mercedes. Alors déjà, l'écart est humiliant, mais ce n'est pas tout. Sur le même week-end se déroulaient des courses support qu'on a encore aujourd'hui, comme la Formule 2, la Formule 3 ou encore la F1 Academy. Et à cette époque, la Formule 2 s'appelait la GP2 Series. Ces GP2, c'était des voitures pour les jeunes pilotes, des voitures moins rapides, moins performantes, du moins en théorie. Faut bien se rendre compte que à l'époque, la GP2 Series, elle sert un petit peu comme la Ligue 2 aujourd'hui au football. Elle sert à préparer les jeunes pilotes. On a en général des pilotes qui n'ont jamais roulé en Formule 1. Les équipes ne peuvent même pas développer leur voiture vu que les moteurs sont fournis par Mecachrome et les châssis par Dallara. Et vous vous doutez bien que c'est absolument inimaginable d'avoir une Formule 2, une GP2 pour l'époque, plus rapide qu'une Formule 1 avec un V6 hybride, quand même. Lors du Grand Prix d'Espagne 2014, c'est Stéphane Richelmy qui prend la pole position en GP2 Series avec un chrono de 1:29 280
1,93, soit 1 seconde plus vite que Kamui Kobayashi et Sakateram. Au-delà d'être plus rapide que Kamui Kobayashi et Sakateram, il est surtout plus rapide que les 2 Caterham et les 2 Marussia. Son chrono lui aurait permis de se placer en 17e position sur la grille du Grand Prix de Formule 1. Alors déjà là, la statistique, elle est assez exceptionnelle et totalement inattendue. Mais ce n'est pas tout. Kamui Kobayashi, avec son chrono du samedi après-midi, n'aurait même pas été en première ligne pour la course de GP2. Non, non, non. Il aurait été en 14e position. 13 pilotes ont été plus rapides au volant d'une GP2 que Kamui Kobayashi avec sa Caterham. Le résultat est une honte absolue, que ce soit pour Caterham ou même pour la Formule 1, mais malheureusement, il s'explique pour 2 raisons. La première, c'est cette nouvelle réglementation technique en 2014 qui a vraiment mis à mal énormément d'écuries et les budgets de l'époque étaient très difficiles. Certaines, honnêtement, n'auraient même pas dû rouler au vu de la performance de certaines voitures. La deuxième, c'est que les GP2 de l'époque arrivaient sur leur pic de performance et en fin de réglementation technique. Là où la Formule 1 régressait légèrement, on se retrouvait avec des GP2 plus proches des Formule 1 qu'on peut le connaître aujourd'hui. À titre de comparaison, la pole de Charles Leclerc en 2022, soit nouvelle réglementation technique en Formule 1, était en 1,18,750, là où en Formule 2, Jack Doohan a pris la pole position avec un chrono de 1,28,612. Donc oui, les Formule 2 ont déjà été plus rapides que des Formule 1 par le passé. C'est peu probable d'arriver une nouvelle fois, quoique, avec la nouvelle réglementation de 2026, on peut s'attendre au pire. Malheureusement, cette anecdote, elle est un petit peu moins marrante que la première et elle se déroule en l'an 2000. À cette époque, la Formule 1 est dominée par 2 écuries. La Scuderia Ferrari, composée de Michael Schumacher et Rubens Barrichello, et de McLaren, composée de Mika Häkkinen, double champion en titre, et David Coulthard. Le début de la saison 2000 se déroule extrêmement bien pour l'écurie italienne, vu que c'est Schumacher qui remporte les 3 premiers Grands Prix de la saison. Le 4e est à Silverstone, sur les terres de McLaren, et c'est David Coulthard, le pilote écossais, qui vient s'imposer. Cette victoire est la 7e en Formule 1 de la carrière de l'écossais, et à ce moment-là du championnat, David Coulthard est 2e derrière Michael Schumacher, qui est assez largement en tête. Mais c'est pas pour autant que David Coulthard n'est pas un bon pilote. Au contraire, il est fréquemment bien positionné, il est très souvent sur le podium, et c'est un pilote quand même assez bien réputé. Du coup, après ce succès, notre bon vieux David décide de rester une semaine supplémentaire en Angleterre pour profiter de sa victoire et surtout de sa famille, en sachant que le Grand Prix d'Espagne, Grand Prix suivant, n'est que 2 semaines après. Après avoir profité pendant quelques jours, David Coulthard décide donc de rentrer à Monaco, là où il réside, pour se préparer pour le prochain Grand Prix de cette saison de Formule 1. Le mardi 2 mai 2000, David Coulthard décolle donc de Farnborough, direction Nice, pour rentrer chez lui à bord d'un Learjet 35 appartenant à un de ses amis, David Murray, propriétaire du club de football écossais des Rangers. À bord de cet avion, on retrouve 5 personnes. David Coulthard, pilote de Formule 1 pour McLaren, Heidi Wyszynski, sa copine de l'époque, accompagnée de son petit chien Woody, Andy Matthews, qui est à l'époque l'entraîneur personnel de David Coulthard, ainsi que le pilote et le copilote David Sanders et Dan Worley. Le temps de vol est estimé d'environ 2 heures. Une banalité honnêtement pour un pilote de Formule 1 qui prend l'avion, voire même le jet assez fréquemment, et le vol se passe plutôt bien. Jusqu'au bout d'1 heure, en arrivant au-dessus du territoire français, où un bruit inquiétant va venir perturber le trajet de l'Écossais. Du fond de l'avion, David Coulthard va remarquer à l'intérieur de la cabine quelques signaux lumineux indiquant que l'un des moteurs vient de tomber en panne. Alors en vrai, pas de panique. Coulthard fait totalement confiance au pilote et à son copilote et le deuxième moteur fonctionne très bien. David Sanders, pilote de l'avion, entreprend donc une manœuvre d'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Lyon-Satolas. En se rapprochant de cette piste d'atterrissage, le pilote se rend compte que l'appareil est beaucoup trop bas. De ce fait, David décide donc de remettre les gaz afin de redresser l'avion. Malheureusement, avec l'un des 2 moteurs en panne, l'avion va être déséquilibré. L'aile gauche du jet va venir percuter le sol avant que l'avion ne s'écrase par l'avant. Lors de l'accident, David Coulthard a témoigné que lui et son entourage ont eu le temps de se préparer à l'impact. Alors, si vous êtes sensible, je vous invite à avancer un petit peu dans la vidéo. Et pour ceux qui ont le cœur bien attaché, voilà à quoi ressemble l'avion de David Coulthard suite à son accident. Comment je suis censé vous expliquer que David Coulthard, sa petite copine et son entraîneur ont survécu à cet accident? Au moment de l'impact, les
les ailes de l'avion se sont totalement fissurées et le carburant qui se situait dans les réservoirs a donc laissé place à un incendie sur le côté droit du jet. Malheureusement, dans cet accident, l'avion s'est séparé en deux, littéralement l'avant et l'arrière, laissant l'opportunité à David Coulthard et son entourage de rapidement s'extraire de cet avion qui était en train de prendre feu. Alors ça paraît fou, mais oui, David Coulthard, sa copine, son entraîneur ne sont sortis de l'avion qu'avec des brûlures et des côtes cassées. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le pilote et le copilote, David Sander et Dan Worley, qui sont décédés instantanément sur le coup. Impacté mentalement et surtout physiquement, David Coulthard s'est tout de même rendu à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne 3 jours après son accident d'avion. Bien évidemment, tout le monde s'attendait à ce que David Coulthard ne participe pas à ce Grand Prix et pourtant, les médecins de la FIA l'ont déclaré apte à participer et à courir durant tout le week-end. La réalité, c'est que le pilote McLaren tenait absolument à participer à ce Grand Prix pour déjà de 1, rendre hommage aux pilotes et aux copilotes décédés dans cet accident et de 2, montrer qu'il fallait continuer d'aller de l'avant malgré un drame pareil. Alors déjà, au-delà de la force mentale qu'il faut pour participer à un Grand Prix de Formule 1 3 jours après un accident d'avion, ce que je trouve exceptionnel, le mieux dans tout ça, c'est que David Coulthard termine sur le podium en 2e position derrière Mika Häkkinen. L'Écossais a expliqué que c'était de loin le résultat dont il était le plus fier et honnêtement, ça se comprend au vu des circonstances. Il explique aussi de se sentir totalement illégitime d'avoir survécu dans cet accident. Il y pense encore tous les jours, mais comme le dit David Coulthard, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'il peut contrôler et ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté de prendre l'avion. Alors je sais, ça paraît totalement impossible et pourtant, pour cette 3e anecdote, il va falloir remonter dans les années 50 et vous allez voir, c'est probablement l'histoire la plus folle de cette vidéo. À cette époque, il faut bien comprendre que la Formule 1 est extrêmement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit les voitures, les pilotes, que ce soit la sécurité ou même l'engouement qu'il peut y avoir pour ce sport. Le championnat a été créé en 1950 et l'un des premiers pilotes qui se démarque dans cette génération, c'est Juan Manuel Fangio. En l'espace de 7 ans, le pilote argentin remporte 5 titres au volant de 4 voitures différentes. Ce qui est encore aujourd'hui d'ailleurs un record inégalé. En l'espace de 51 courses, il remporte 24 Grands Prix et termine 35 fois sur le podium. Pour l'époque, il n'y a absolument aucun débat. Juan Manuel Fangio est de loin le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Et sa carrière se termine en 1957 où il prend donc sa retraite, mais continue de participer à des courses de Formule 1 sur des Grands Prix non officiels. Parce que oui, à l'époque, le championnat ne comptait à peine 10 courses par saison et donc les pilotes participaient à d'autres Grands Prix de Formule 1 appelés Grands Prix non officiels qui ne comptaient pas tout simplement dans le championnat et dans les statistiques. Et c'est le cas du Grand Prix de Cuba dont l'édition 1958 va rester gravée dans l'histoire à tout jamais. World champion Juan Fangio was tipped as the winner, they said, but that was before he was kidnapped from his Havana hotel. His team members tell the police how Fangio was carried off at gunpoint by Cuban rebels who wanted to sabotage the race. Cuba avait déjà accueilli un Grand Prix non officiel de Formule 1 en 1957, remporté par Juan Manuel Fangio. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé en 1958, il va falloir qu'on revienne un petit peu sur le contexte politique de ce pays. Pas un cours d'histoire, mais vous allez voir, vous en avez besoin pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En 1957, Cuba est dirigé par un dictateur, Fulgencio Batista, qui a fait un coup d'État en 1952. Son pouvoir, lui, est contesté par un groupe révolutionnaire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le mouvement du 26 juillet, qui compose quelques figures clés comme Fidel Castro ou encore Che Guevara. Alors, au-delà de vouloir renverser Batista, ce que le groupe M26 souhaite surtout faire, c'est dénoncer les inégalités sociales à Cuba. Parce que oui, le dictateur essaye de cacher ses problèmes et essaye de se redonner une image en ouvrant le pays au tourisme et en accueillant des grands prix non officiels de Formule 1. Alors, il faut savoir que pour les pilotes qui participent à ces courses non officielles, déjà, ils sont extrêmement bien payés. Pour l'époque, c'est assez exceptionnel. De deux, ils sont dans des conditions totalement royales, entre la nourriture, les hôtels, etc. Et puis, bon bah, pour l'époque, on leur met à disposition, bien évidemment, des femmes et de la drogue pour le week-end. Voilà, ça c'était la Formule 1 de l'époque. Bref, au-delà de tout ça, Fulgencio Batista est très content parce que Cuba accueille un Grand Prix, ça fait énormément parler, toute la presse parle de la course. L'édition 1957 s'est très bien passée, c'est pas le cas malheureusement pour l'édition 1958.
La scène se déroule le 23 février 1958. Après avoir pris la pole position du Grand Prix de Cuba, le pilote argentin décide donc de rentrer à l'hôtel accompagné de ses amis jusqu'au moment où une scène totalement inimaginable va se produire. En pleine discussion avec son manager et des amis dans le hall de l'hôtel, un jeune homme va se présenter derrière Juan Manuel Fangio et lui poser la question « Are you Fangio ?» En l'espace d'un instant, le pilote de Formule 1 se retrouve avec un pistolet braqué entre les côtes. Et pour lui, au début, c'est une mauvaise blague. Voilà. Il se dit, oh écoute, on est en train de me faire un prank, je sais pas ce qui se passe, mais on rigole. Sauf qu'en l'espace de quelques secondes, le jeune homme rétorque avec la phrase, au nom du groupe M26, veuillez me suivre et si vous bougez, il y a 4 mitrailleuses pointées en votre direction. En 2 temps 3 mouvements, des hommes sortent d'une voiture armée dans le hall de l'hôtel et Juan Manuel Fangio est en train de se faire kidnapper en pleine place publique. L'Argentin dit donc à ses amis de ne surtout pas intervenir et Fangio monte dans la voiture et disparaît dans les rues de la Havane, capitale de Cuba. On est la veille du Grand Prix de Cuba et les hommes de Fidel Castro viennent de capturer le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Le scénario est exceptionnel. Les revendications du groupe M26, elles, sont extrêmement simples et extrêmement claires. Fangio ne sera libéré que si Fulgencio Batista décide d'annuler le Grand Prix de Cuba 1958. On pourrait se dire que dans la prise d'otage, ils ont quand même un argument de poids, Juan Manuel Fangio. Et bien figurez-vous que Batista n'en a absolument rien à faire. Le dictateur va décider de raccrocher au nez du groupe M26 et de laisser Fangio se faire kidnapper. C'est lunaire. Et vous savez ce qui est aussi lunaire? C'est la façon dont Fangio a été traité par ses kidnappeurs. Les kidnappeurs vont donc emmener Fangio d'un point A à un point B à un point C, toujours avec un pistolet bien évidemment contre la tempe. Et puis, entre-temps, l'un des kidnappeurs va s'arrêter chez lui, accompagné de Fangio tout simplement parce qu'il souhaite le présenter à sa femme et à son enfant afin d'avoir des autographes. Vous ne rêvez pas, Fangio était vraiment littéralement en balade. Le pilote argentin va être emmené à un endroit puis à un autre et au final, lui n'a pas connaissance du groupe M26, lui n'a pas connaissance du contexte politique qui se déroule à Cuba et les kidnappeurs ne cessent de répéter une seule chose, nous sommes désolés, nous ne souhaitons pas de faire du mal, nous souhaitons juste faire parler de nous. Bon, une fois arrivé là où Fangio a été détenu prisonnier, parce qu'on lui a ramené de la nourriture, on lui a ramené de quoi s'occuper, on lui a même ramené un poste radio pour suivre le Grand Prix à distance. De l'autre côté de Cuba, faut savoir que c'est la panique. Vraiment, les aéroports sont bloqués, il y a des barrages qui entourent la ville et toutes les personnes présentes à l'hôtel sont auditionnées pour essayer de retrouver et reconnaître qui sont ces kidnappeurs. Bref, lendemain, jour de course, le départ est donc retardé de 2 heures parce qu'on attend Fangio, on espère de le voir réapparaître sur le circuit dans sa voiture et au bout d'un moment, le départ est lancé sans même savoir si Fangio, le plus grand pilote de tous les temps de l'époque, est encore vivant. Malheureusement, cette course ne va pas seulement être marquée par le kidnapping de Fangio, mais aussi par un accident du pilote Ferrari, Armando Garcia Cifuentes, qui perd le contrôle de sa voiture et vient percuter le public. Au total, 7 morts, plus d'une trentaine de blessés et un drame littéralement pour le Grand Prix de Cuba. L'édition 1958 est donc instantanément interrompue et Sterling Moss est déclaré vainqueur du Grand Prix. C'est littéralement un week-end cauchemardesque pour le dictateur Batista et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que Fangio a été libéré 26 heures après son kidnapping dans la nuit du dimanche au lundi. Alors, il faut savoir que c'est plus simple de kidnapper quelqu'un que de le libérer dans la nature, surtout quand toute la ville est sécurisée par la police. Les kidnappeurs ont fait très simple, ils ont appelé l'ambassade d'Argentine en expliquant « On a Fangio, on veut vous le rendre ». Et du coup, le groupe M26 s'est rendu à l'ambassade d'Argentine pour déposer Fangio en pleine nuit devant le bâtiment. Fangio a expliqué que son kidnapping s'était bien passé, il stressait énormément au début, mais au final, il a été chouchouté et n'a pas été maltraité. Résultat, l'opération pour le groupe M26 a extrêmement bien fonctionné. Ça fait la une des journaux à travers le monde entier et la cause politique est extrêmement mise en avant par rapport au contexte politique à Cuba. Quasiment un an plus tard, Fidel Castro et son groupe révolutionnaire réussissent à renverser le gouvernement de Fulgencio Batista. 1959 n'accueillera pas de Grand Prix à Cuba et la dernière édition se déroulera en 1960 au nom du Grand Prix
de la liberté. Honnêtement, ces 3 anecdotes totalement folles les unes des autres qui se déroulent à des périodes assez différentes. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Nous, on a pris énormément de plaisir à la préparer. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires, explosez la barre de j'aime et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.